Bernheim, bonjour Jean-Claude. Bonjour. Avec qui on parle de sujets à chaque 2 semaines qui ont un lien avec la criminologie, le système de justice, le système pénal. Tu veux nous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle les peines minimales, Jean-Claude? Obligatoire. Les peines minimales obligatoires. Définis déjà ce que c'est un peu. Ben, c'est une peine c'est-à-dire que le Code criminel impose une peine qui est minimale et obligatoire dans le sens que le juge n'a aucune discrétion. Autrement dit, pour la commission d'un crime donné, dans le Code criminel, on dit, peu importe la peine que vous allez donner, elle ne peut pas être inférieure à tant d'années de prison, par exemple. Exactement, c'est exactement ça. Alors, je parle de cette question parce que c'est un sujet qui revient dans l'actualité, que le Poilièvre entend renverser des décisions qui ont été rendues par Justin Trudeau, qui, lui, avait renversé des décisions rendues par l'équipe Harper. Autrement dit, hors honte, tantôt tu me disais, il n'en reste plus beaucoup dans le Code criminel canadien des crimes pour lesquels il y a une peine minimale, obligatoire, c'est ça? Effectivement. Il y a toujours eu plus ou moins certaines peines minimales au niveau des contraventions, par exemple. Il y a des peines minimales, on le sait. Tu veux dire que le montant qu'on va payer pour la contravention, il est fixé par la loi, puis ça ne peut pas être moins que ça, on peut pas. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais toute cette question de peine minimale est un concept qui est discuté depuis des siècles. Et dès le 18e siècle, on a constaté que l'usage des peines minimales n'avait pas l'effet escompté, c'est-à-dire la prévention au niveau des crimes. Donc, en Angleterre, on avait aboli la plupart des peines minimales obligatoires. Puis, avec le temps, ça revient parce que c'est comme une réponse à un problème qui semble facile et clair. On dit aux gens, si on impose des peines minimales sévères, les gens ne commettront pas de crime. Alors, c'est pas du tout ça qui se réalise. Parce que quand on impose des peines minimales obligatoires, le taux de criminalité ne baisse pas. Ce qui est différent aujourd'hui de ce qu'on pouvait avoir au 18e puis au 19e siècle par rapport à la réflexion, c'est la connaissance. Depuis des décennies maintenant, les systèmes qui imposent des peines minimales obligatoires ont été analysés. Et les conclusions sont très claires. C'est que ça n'a pas l'effet attendu, c'est-à-dire que ça n'a pas d'effet préventif. Dissuasif. Ouais. Et c'est ça la philosophie derrière une peine minimale obligatoire. C'est que c'est un peu comme si le législateur se disait, en menaçant donc les justiciables d'une peine minimale assez sévère, on va les dissuader de commettre un crime donné. Puis ce que tu nous dis, c'est que ça ne marche pas. Que ça ne fonctionne pas. Et il y a plusieurs éléments qui nous permettent de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. D'abord, je présume que la plupart des gens qui nous écoutent ne savent pas qu'il y avait des peines minimales obligatoires ou quelles étaient les peines imposées, par exemple, pour possession d'armes ou possession de drogue, etc. Parce qu'effectivement, avant de pouvoir être au courant qu'il y a des peines minimales obligatoires, il s'agit de commettre un crime, puis là, d'être confronté à la réalité, tard, ouais. Parce que rares sont les personnes qui consultent le Code criminel comme un livre de chevet. Ensuite, il y a des études qui ont été faites avec des personnes condamnées. Alors, les personnes condamnées elles-mêmes n'étaient pas au courant du fait que le crime qu'ils commettaient était punissable d'une peine minimale obligatoire. Parce que l'information circule pour certains types. Alors, par exemple, les peines minimales obligatoires pour trafic de drogue, c'était 7 ans. Ça, c'était connu parce que c'était dit et redit et redit et redit. Donc, pour ce crime-là, il y avait une certaine connaissance de la part du public et éventuellement des trafiquants. Mais pour les autres peines, personne ne le savait, même pas les détenus ou ceux qui commettent les crimes en question. De là, la réflexion qu'il faut se poser, est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan politique, toutes les mesures mises de l'avant par les politiciens pour résoudre le phénomène du crime sont fondées sur la connaissance ou pas?
Parce que là, parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas encore nécessairement claires, mais en ce qui concerne les peines minimales obligatoires, au Canada, dans les années 50, il y a eu toute une analyse pour la refonte du Code criminel et la conclusion du comité était d'abolir les peines minimales obligatoires. En 1987, il y a eu une commission d'enquête, la commission Archambault, qui a étudié les sentences qui devraient être imposées pour les différents crimes et en est venue à la conclusion qu'il ne fallait pas imposer de peine minimale obligatoire. Mais malgré ces commissions d'enquête que les citoyens ont payées, qui ont coûté très cher, eh bien, le politique revient systématiquement avec cette solution. Et un des éléments qui est facile d'accès, facile à comprendre et à voir et à connaître, c'est les systèmes qu'il y a entre le Canada et les États-Unis. Tout le monde sait qu'aux États-Unis, les peines sont beaucoup plus sévères. D'ailleurs, il y a une peine minimale obligatoire aux États-Unis qui est, quand vous avez commis, pas dans tous les États, mais dans plusieurs États aux États-Unis, si vous avez commis 3 crimes, soit 3 vols à l'étalage ou 3 vols à main armée ou 3 meurtres, la peine minimale, c'est 25 ans. Oui, il y a un nom en anglais. Là, Three strikes, c'est ça, out. Ouais. Donc, c'est épouvantable quand on y pense, c'est vrai. Parce que sans égard à la gravité des crimes commis, c'est au 3e... out. J'ai ri, mais c'est pas drôle, évidemment. Mais si on regarde la réalité au niveau du phénomène du crime aux États-Unis, je veux dire, la criminalité violente est nettement supérieure à ce qu'on retrouve ici au Canada. Donc, les faits dissuasifs qu'aurait ou devrait avoir cette mesure, eh bien, elle n'existe pas. Mais le problème, c'est que l'information ne circule pas suffisamment et que les politiciens, pour attirer un certain électorat qui se sent plus ou moins insécure pour une raison ou pour une autre, bien, va adhérer à cette position, à cette philosophie. Parce que c'est quelque chose qui est simple, qui est intuitif, mais faux. Parce que c'est justement là le rôle de la science, c'est de vérifier les intuitions qu'on peut avoir. Des fois, elles sont bonnes, mais des fois, elles sont mauvaises. Et dans ce cas-ci, pour ce qui est des peines minimales obligatoires, l'intuition est totalement mauvaise parce que ce qui est démontré, ce qu'il y a d'efficace par rapport aux peines, c'est pas la sévérité de la peine, mais c'est la certitude de la peine. C'est-à-dire que la personne qui va poser un geste, si elle est certaine d'être capturée, bien, elle ne commettra pas le geste. Mais si, à son évaluation, elle a une chance sur 10 d'être prise, bien, elle prend le risque. C'est un risque. Et on peut mesurer ce type d'approche avec la criminalisation des facultés affaiblies. Tout le monde sait que dépasser 0,5, c'est un crime. Ça, il y a eu suffisamment de publicité. Mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui se disent « Ah, je prends le risque. Parce qu'on sait pertinemment que ce n'est pas toutes les personnes qui ont plus que 0,5 qui sont arrêtées. Et c'est là l'élément de réflexion qu'il faut avoir, c'est est-ce qu'on met en place des mécanismes pour vraiment résoudre les crimes, et on sait pertinemment qu'on n'aura jamais les ressources pour le faire. Par conséquent, peut-être qu'il faudrait aller plus loin dans la réflexion et peut-être ne pas criminaliser certains comportements qui aujourd'hui sont considérés comme des crimes, gérés comme des crimes avec tout ce que ça peut avoir comme coût, et plutôt se concentrer sur des situations réellement qui affectent réellement la sécurité du public et peut-être aborder des autres problèmes d'une manière, je dirais, comme le droit civil ou réglementaire. Bon, par exemple, stationner son auto à mauvaise heure, à mauvaise place, c'est pas un crime, mais c'est sanctionné. Il y a des règlements. Et la façon dont c'est géré, c'est beaucoup plus simple sur le plan structurel et formel. Alors, on pourrait penser éventuellement que le vol à l'étalage, certains délits soient aussi abordés dans le même sens. Et réserver le code criminel pour les crimes les plus graves et aussi s'assurer que là, ces crimes-là soient résolus. Peux-tu nous donner des exemples de crimes pour lesquels il subsiste une peine minimale obligatoire au Canada? Je pense qu'il y a le trafic de drogue.
Pour répondre honnêtement, je ne le sais pas, parce que il y en a plusieurs qui ont été peine minimale obligatoire, qui ont été abolies, mais je n'ai pas suivi le... Mais mettons, on se fait toujours dire que meurtre au premier degré au Canada, c'est quoi? C'est 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. C'en est une peine minimale obligatoire. Oui, bon, ça, c'en est une. La plus connue, celle-là, elle est connue de pas mal tout le monde. Je pense que c'est 7 ans aussi pour trafic de drogue. Je ne suis pas sûr que ce soit On ne se prononcera pas, on va laisser les gens consulter leur avocat. C'est une bonne idée. Mais je veux juste bien comprendre que quand on n'impose pas une peine minimale obligatoire, Jean-Claude, ce que ça veut dire, c'est qu'il revient au juge ou à la juge, donc, de déterminer une peine... en fonction de quoi, justement? Il y a plusieurs critères. On appelle des circonstances au sens large du terme. Alors, il peut y avoir des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes. Parce qu'il y a une moyenne. La jurisprudence nous dit que pour tel type de crime, il y a une peine moyenne de temps. Mais là, le juge peut aller au-delà dans un sens ou dans l'autre, selon les circonstances. Alors, par exemple, prenons le vol à l'étalage. Si vous êtes quelqu'un qui est, disons, en moyen, peut-être que la peine va être plus sévère que quelqu'un qui est pauvre puis qui a volé de la viande pour nourrir ses enfants. C'est dans ce sens-là que les circonstances deviennent un élément que le juge va prendre en considération. Alors, pour des crimes de violence, par exemple, un bon exemple, les femmes battues qui se défendent puis éventuellement tuent leur conjoint. Mais on sait aujourd'hui qu'elles vont être face à une prise en considération des circonstances. C'est là qu'entre en fait l'individualisation de la peine. C'est un des éléments justement qui fait en sorte que le système va être moins aveugle et va permettre aussi à certaines personnes, dans certaines circonstances, d'avoir une peine avec sursis ou une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende. Et ça va avoir éventuellement un effet beaucoup plus positif. Ouais. Ça me rappelle un fait divers qui est arrivé il y a à peu près 20 ans. Je me souviens que Pierre Foglia avait consacré une chronique à ça, puis je restitue les faits de mémoire, là. C'était un jeune couple de Québécois, sans antécédents, un peu innocent, un peu candide, qui est allé faire un voyage en Amérique du Sud. Et ils s'étaient laissés enfariner là-bas par un trafiquant qui les avait convaincus de financer une partie de leur voyage en ramenant dans une valise à double fond une quantité de cocaïne. Ils avaient dit oui, mais je veux dire, ils bénéficiaient d'un tas de circonstances atténuantes. Mais quand ils étaient revenus, ils s'étaient fait prendre à l'aéroport, évidemment. Et là, le processus de judiciarisation s'était enclenché. Puis je me souviens que la juge qui avait entendu cette cause-là, parce que les deux, évidemment, avaient été emprisonnés immédiatement en attente de leur procès. Les conditions d'emprisonnement, tu les connais mieux que moi, c'est difficile je veux dire, c'est... Enfin, surtout pour le garçon, apparemment, souffrait énormément en prison. Là. Je veux dire, il était dans un élément qui lui était complètement étranger. Il était intimidé, c'était rough, là, tu sais. Puis la juge qui avait entendu leur cause avait, au moment du prononcé de la peine, avait manifesté énormément d'empathie à leur endroit. Elle avait dit, c'est un bon garçon, c'est une bonne fille. Ils n'avaient pas ça dans leur ADN de commettre un crime de cette importance-là. Ils ont été escroqués par quelqu'un qui a profité d'une certaine vulnérabilité, d'une grande candeur de leur part, mais la juge avait dit... J'ai les mains liées, je suis obligé de leur imposer une peine minimum. Puis c'était quelque chose comme, c'est ça, 7 ou 8 ans, là, tu sais. Et elle avait, c'est ça, elle avait, je me souviens de cette affaire-là parce que Pierre Foglia avait écrit une chronique extraordinaire sur ce sujet-là. Mais elle avait dit, c'est ça, il y a une peine minimale obligatoire pour ce qui est du trafic de drogue interfrontalier comme ça. Je suis obligé de leur imposer une peine extrêmement pesante, extrêmement lourde et j'ai pas la marge de manœuvre pour tenir compte des circonstances individuelles propres à ces deux individus-là. C'est ça, c'est exactement ça. Puis c'est toute la philosophie du système, parce que, en fait, il y a deux grands systèmes dans le monde. Il y a le système répressif qu'on retrouve aux États-Unis, et il y a le système, parce que le système états-unien est fondé sur la répression et la punition strictement, puis le système qui vise à la réhabilitation et à la réintégration.
c'est là qu'aussi les principes... Très en vogue dans les pays scandinaves, je pense, notamment. Les pays scandinaves et au Canada. Parce que dans le code criminel, les objectifs sont clairement établis et parmi les objectifs, il y a la réintégration sociale. Alors, dépendant du contexte, un multirécidiviste, évidemment, on peut penser que le juge ne prendra pas l'objectif de la réintégration sociale parce que la personne a fait la preuve qu'elle ne se réintégrait pas. Par contre, le fait qu'il soit présent va faire en sorte que, selon les circonstances, selon les personnes, eh bien, la peine va être modulée. Et c'est cet élément-là c'est un élément qui est important dans le sens aussi, comme l'exemple que tu viens de donner, c'est que souvent les crimes sont commis de manière spontanée, entre guillemets. C'est circonstanciel. Il aurait fait un voyage ailleurs, il n'aurait pas rencontré cette personne-là, puis rien ne serait passé. Ouais. C'est circonstanciel. Souvent, c'est ça, l'opportunité est là, puis la tentation, le réflexe, la pulsion et tout ce qu'on voudra. Et puis, ça justifie pas tout. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'état d'esprit dans lequel les gens sont. Ouais. Merci beaucoup, Jean-Claude. Toujours passionnant, ces discussions-là. À la prochaine. Bye bye. Au revoir.